Mesdames et messieurs, c'est avec un très très grand plaisir que l'Université de Genève vous accueille ici ce soir pour un événement tout à fait exceptionnel. Nous avons en effet l'occasion de recevoir ici en ces lieux des personnalités qui représentent pour le monde d'aujourd'hui un degré d'implication et de réflexion dans tout ce qui concerne la communication et le rôle politique de la communication qui sont véritablement à la pointe de toutes les questions qui peuvent se poser. Je mentionne simplement que de manière exceptionnelle, et peut-être parce que les circonstances s'y prêtent, nous avons, entre guillemets, libéré l'accès au web depuis cette salle aujourd'hui, ce qui fait que si vous avez un équipement audio, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui vous permet de vous connecter, vous éteignez l'aspect téléphone, mais vous pouvez utiliser, vous pouvez aller sur le web. D'autre part, je précise également que ceci est une discussion entre ces messieurs, mais que des questions, une session de questions sera également organisée et que vous pouvez préparer des questions, les rédiger sur des papiers qui seront collectés et qui seront apportés à l'animateur. Mesdames, Messieurs, Monsieur Tim Berners-Lee, the Honorable, I don't know if this is the right way, the Honorable Gordon Brown, okay. Dr. Gordon Brown, welcome to our university. Bienvenue dans notre université. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Le web, aujourd'hui, représente pour nous, bon, cela peut paraître évident, mais il représente quelque chose d'omniprésent, qui est partout dans nos vies. Et j'aimerais revenir quelques décennies en arrière et vous rappeler que le web, la toile, a été initié par Tim Berners-Lee au CERN. Et je suis un peu déçue d'avoir à vous dire que Genève a pris un peu de retard, n'a pas su utiliser tout le potentiel du web dès le départ. Le site web de l'Université de Genève, Expasy, a été créé en 1993 et je crois que c'était le 50e site web de l'existence d'Internet. C'était le site des sciences humaines de l'Université de Genève en collaboration avec les hôpitaux de Genève. Le troisième site le plus visité du monde dans le domaine des sciences. Donc nous sommes inspirés de votre rôle de pionnier. Ce n'est pas toujours le cas dans tout le pays, mais c'est ce que nous avons fait. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter le représentant de l'État de Genève. Il vient parler en excusant, et il le dira certainement, le président du Conseil d'État, M. Marc Muller, qui n'a pas pu se joindre à nous au dernier moment. C'est M. Marc Monin, secrétaire général du département des constructions et des technologies de l'information, qui va nous adresser quelques mots au nom du gouvernement de Genève. Merci, Monsieur le Recteur. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Tim Berners-Lee, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme Monsieur le Recteur vient de le mentionner, c'est vrai que je dois excuser Monsieur Muller qui n'a malheureusement pas pu se déplacer aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques petites urgences opérationnelles par rapport à certains logements qui doivent être construits très rapidement dans certaines logiques. Donc vous comprendrez bien que cet aspect-là, voilà. Donc j'ai le privilège aujourd'hui d'ouvrir cette importante mais aussi, je crois, une discussion qui aura lieu. Et pour moi, je pense que le message que M. Muller aimerait vous faire parvenir, j'ai la chance de vous le transmettre aujourd'hui. Le monde change, nous en sommes à la fois les acteurs et les spectateurs. Les évolutions apportées par les technologies ont profondément transformé les sociétés à travers les âges. Aujourd'hui, les révolutions sociales que nous observons, notamment celles en cours sur le pourtour de la Méditerranée, sont aussi soutenues par des technologies.
Bien entendu, le soulèvement est celui des peuples avant tout, mais les populations trouvent un moyen de s'exprimer et de renverser les pouvoirs dictatoriaux qui les oppressent. Mais le monde d'organisation change et il est aujourd'hui catalysé par les apports technologiques contemporains. Les téléphones portables qui permettent des communications et la diffusion de photos, les réseaux sociaux qui facilitent l'organisation de rassemblements autour des causes défendues ou encore les vidéos partagées montrant au monde entier les réalités souvent cachées. Voilà 3 usages, pour ne citer que ceux-là, qui n'existaient pas il y a 10 ans seulement. Une autre révolution est sous-jacente qui s'est produite est celle de l'information digitale. Déjà identifiée depuis longtemps par les chercheurs académiques, elle bascule aujourd'hui et confirme son entrée dans la société. La société de l'information et de la connaissance prend un sens beaucoup plus concret, en même temps que le passage à l'ère post-industrielle se confirme. Comme l'affirme le professeur Clay Shirky de l'Université de New York, une révolution ne surgit pas lorsqu'une société adopte de nouveaux outils, mais elle apparaît lorsque la société adopte de nouveaux usages. En très peu de temps, finalement, nous avons complètement changé nos habitudes en termes de communication, de médias, d'accès à l'information et à la connaissance. Il n'y a que serait-ce une décennie, encore une fois, YouTube, Facebook, Twitter et même Wikipédia n'existaient tout simplement pas. Tous ces services sont apparus par strates successives. Les ordinateurs, tout d'abord, bien sûr, qui forment une partie de l'infrastructure. Mais les réseaux numériques, ensuite, qui ont aujourd'hui quasiment tous convergé sur le réseau des réseaux qu'est Internet. La naissance du World Wide Web, enfin, qui, inventé ici à Genève, au CERN, a permis la création d'une plateforme facilement accessible et hypertextuelle. Je suis extrêmement fier et heureux d'avoir le privilège d'accueillir ce soir l'un de ses inventeurs, M. Tim Berners-Lee, que je salue. Aujourd'hui, le web prend un rôle encore plus important et permettant une liaison sémantique des données en ouvrant leur potentiel sur le monde entier. Mais ces moyens techniques ne constituent pas une fin en soi. C'est uniquement en confrontant ceux-ci à des problématiques concrètes qu'ils développent toute leur puissance et leur ampleur. C'est en permettant d'autonomiser les personnes qu'ils deviennent pertinents. À cette architecture technologique vient s'ajouter une architecture sociale et politique, celle mise en évidence par la construction collective, à savoir la résolution de problèmes de façon distribuée et l'autonomisation plus grande que celle revendiquée par les populations. J'aimerais à ce propos rendre hommage à M. Gordon Brown, qui a pleinement saisi ces enjeux dans ses mandats politiques. Mesdames et Messieurs, j'aimerais revenir ici sur une initiative importante qui nous vient du Royaume-Uni. Le Data.gov UK, data.gov.uk, comme on dit, c'est son nom, est né de la volonté de messieurs Gordon Brown et Berners-Lee. Elle est emblématique dans sa démarche d'ouverture des données publiques. En effet, ce site met gratuitement à disposition de tous les données publiques collectées par l'État. Il s'agit bien entendu de données qui sont non personnelles, dans le respect des règles et de la protection de la personnalité et de la sécurité de l'État. Il reste néanmoins un très grand nombre de données, comme par exemple les cartes de référencier géographiquement, qui présentent un intérêt majeur pour un grand nombre d'acteurs. Le gouvernement britannique permet ainsi à ses citoyens et à ses entreprises de mieux appréhender son action publique et de générer ainsi des services. Nous n'en sommes pas encore là à Genève, mais nous en prenons la direction, notamment via le système d'information du territoire genevois, le SITG. Genève joue également un rôle à son modeste niveau. Je pense par exemple au projet de vote en ligne qui connaît un réel succès ou encore au programme d'impulsion de l'administration en ligne permettant aux citoyens d'accéder plus facilement aux services de l'administration. Et nous ne sommes qu'au début de la transformation du service public vers l'administration de demain. Mesdames et Messieurs, je crois que le rôle du web et des technologies de l'information a franchi une étape, celle de la prise de conscience que cet outil transforme la société dans son ensemble. Je me réjouis d'entendre les débats riches aujourd'hui et les échanges stimulants des illustres personnalités ici présentes. Les idées qu'elles défendent doivent être étendues et analysées par le plus grand nombre et sont cruciales pour la construction du bien commun. Merci de votre attention.
Cet événement ce soir, mesdames et messieurs, nous le devons en fait à la World Wide Web Foundation qui se réunit dans notre ville et dont Sir Tim Berners-Lee est, je crois, le membre fondateur. Le président de la fondation, M. Alberto Ibargüen, qui est connu pour être un défenseur de la liberté de la presse, la liberté d'expression dans le monde, président de la World Wide Web Foundation, va animer la discussion et je l'en remercie. Donc je remercie la World Wide Web Foundation de nous donner cette occasion tout à fait exceptionnelle ce soir et je vous passe la parole, Monsieur le Président. Thank you very much. It is, Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est bien entouré. Les deux personnes que je dois vous présenter ce soir, je pense que vous les connaissez déjà, l'inventeur du web et l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Vous ne savez peut-être pas que Gordon Brown a également commencé comme journaliste à la télévision écossaise, alors peut-être pourrions-nous parler de votre expérience dans les médias avant votre carrière politique. Tout à l'heure, je disais à Tim que nous devrions certainement commencer par parler de choses que vous ne connaissez pas, puisque vous les connaissez certainement très bien, tous les deux. Et je voulais vous parler d'une journée qui, selon les sources que j'ai trouvées sur Internet, et nous reviendrons sur la véracité de ces informations sur le web, plus précisément Wikipédia, le premier message hypertexte aurait été envoyé ici à Genève par Tim le jour de Noël en 1990. Je crois que j'ai cru que ce serait un bon point de départ, mais il m'a dit non, c'est absolument faux. Alors, corrigez-moi. Oui, si vous l'avez lu sur Internet, ce n'est pas forcément vrai. Vérifiez vos sources. Alors, le jour de Noël, je crois que CERN ferme à Noël. Tous les employés sont renvoyés chez eux. En fait, c'était la veille de Noël, le 24 décembre. Mon premier enfant devait naître à cette date, ce qui était un événement bien plus significatif pour moi, bien entendu. Alors, ce que j'avais prévu de faire, j'avais travaillé à partir du mois de septembre jusqu'en octobre, novembre, et je voulais tout finaliser bien avant Noël. Donc, j'ai lancé le logiciel et on donne à ce moment-là un numéro de version. Et généralement, je donne la date au logiciel. Je me suis dit, bon, je vais le faire pour les vacances de Noël. Donc, j'ai donné le numéro. Version 1992 1225. Mais le jour de Noël, je ne faisais rien du tout. Je n'étais pas du tout sur Internet. Et je n'étais même pas au CERN, je crois. Puisque le CERN ferme pendant une semaine ou deux. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez envoyé quelque chose par Internet, Gordon? La première fois que j'ai consulté le web, c'était pour obtenir les résultats du football. Je dois l'avouer, j'étais aux États-Unis et je voulais suivre les progrès de mon équipe. En fait, j'ai commencé ma carrière non pas comme journaliste, mais comme professeur d'université. Et l'université veut l'objectivité, la poursuite de la vérité. Tout ce que j'ai dû laisser derrière moi en me lançant dans la politique, bien entendu. Est-ce que vous avez retrouvé ces valeurs? Je l'espère en tout cas. J'ai l'impression ce soir que bon, c'est un grand privilège d'être ici avec Tim Berners-Lee. C'est un génie. On doit le saluer en tant qu'elle et c'est un grand privilège de faire partie du World Wide Web Foundation avec lui. Et il y a une histoire de Gore Vidal, l'auteur américain. Il parlait avec un grand économiste américain et le titre de la conférence c'était le titre de l'Amérique. Et Gore Vidal disait qu'il s'agissait de
la condition des États-Unis. 90% du problème est économique, donc c'est à mon collègue de régler le problème. Donc, je dirais qu'ici, 90 même % des questions devraient revenir à mon collègue, puisque c'est sur le web. J'aimerais revenir à ce qui a été dit par le représentant de M. Muller, que je remercie. Il a dit que vous aviez votre chef, de votre propre volonté, voulu donner accès à des informations au Royaume-Uni, au public. Donc vous avez contacté M. Berners-Lee. Oui, nous nous sommes rencontrés, nous avons déjeuné ensemble dans l'une des résidences du Premier ministre. Et j'ai simplement demandé à Tim ce que nous devions faire pour généraliser, populariser Internet. Que pouvons-nous faire? Et il m'a tout de suite répondu qu'il faudrait ouvrir les données du gouvernement. Et il m'a convaincu lors de cette conversation et je lui ai dit, très bien, entreprenons ce projet, mais nous ne pourrons pas le faire sans vous. Donc Tim nous a montré ce qu'il fallait faire et il a accepté dans le cadre de ce projet de travailler avec nous. Je crois que nous avons décidé d'une date, le 1er janvier, le 25 décembre, je ne sais plus. Nous avions fixé en tout cas une date, il me semble le 1er janvier. À ce moment-là, nous devrions ouvrir au public des données du gouvernement. Nigel, notamment, a beaucoup participé à ce travail. Il est présent ce soir. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de secrets dans la fonction publique au Royaume-Uni. Il ne s'agissait pas uniquement de politique du gouvernement, mais par exemple, aujourd'hui en ligne, puisque les entreprises et les organisations reprennent les informations, on retrouve les hotspots, les lieux où il y a le plus d'accidents de la route, donc vous pouvez les éviter. Un dentiste, par exemple, il est très difficile d'avoir un rendez-vous chez le dentiste. Et il existe maintenant des cartes géographiques de dentistes, des informations sur les trains pour les passagers. C'était des informations privées, détenues par une entreprise privée auparavant et n'étaient pas forcément mises à disposition du public, même les horaires des trains, par exemple. Donc nous en avons fait des données publiques. Beaucoup d'informations qui auparavant n'étaient pas mises à disposition du public. Grâce à ce site, des organisations peuvent mettre en place des cartes, des calendriers pour transmettre ces informations qui devraient revenir au public, les informations météorologiques notamment. Il existe également un service de division territoriale. Toutes ces informations sont maintenant publiques. C'est un service gratuit pour que la population puisse utiliser ces informations cartographiques, par exemple. Tout ceci a pu se faire grâce au projet de données ouvertes et Tim et Nigel essaient de persuader d'autres pays d'en faire de même, des pays en Afrique. Peut-être pourriez-vous nous parler de ce qui se passe aux États-Unis également, puisque c'est votre bébé. Oui, c'était excellent. Mais j'aimerais vous parler de certains des concepts. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à essayer de convaincre des personnes de mettre des informations sur Internet. J'essaie de persuader les gens d'utiliser telle ou telle norme, de se joindre à nos projets, à nos groupes. Et la plupart du temps, lorsque l'on essaie de persuader les gens, on a l'impression de pousser contre un mur. Et quand on a l'impression de pousser contre un mur et qu'ensuite il y a une porte qui s'ouvre, on prend le risque de tomber en avant. Et donc c'était véritablement une surprise de voir Gordon Brown se retourner et dire « Très bien, c'est ce que nous allons faire ». C'était vraiment une grande surprise. Cette preuve de leadership, c'est quelque chose qui a été inégalé depuis. C'était en quelle année? 2009. Et avez-vous respecté la date du 1er janvier? Nigel, quelle était la date? Oui, le 10 janvier. Bon, on a eu quelques jours de retard. Bon,
Bon, je ne retiens pas très bien les dates, les noms, les visages, mais bon. Donc, en effet, nous avons respecté les délais. Il nous a fallu décider ce qui devait être inclus ou non. Nous avons eu de très bonnes surprises. Certaines personnes sont venues chez nous voir et ils nous ont dit, voilà, nous voulons vous donner toutes nos informations. Et puis, à d'autres occasions, certaines personnes avaient l'impression qu'il fallait dissimuler les informations. Et il y avait une espèce de barrière psychologique pour différentes raisons. Il y a des centaines de raisons qui peuvent expliquer cela. Quels gouvernements se sont montrés ouverts à cela? Ce qui était très agréable, au même moment où un certain nombre de personnes aux États-Unis essaient de convaincre le gouvernement américain, et d'ailleurs le gouvernement Obama a beaucoup parlé de transparence, notamment avec les mesures de relance économique. Donc, un certain nombre de personnes aux États-Unis sont devenues assez compétitives. Ils ont vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Toute la fonction publique avait décidé qui allait utiliser ces données. Ces données étaient protégées. Si vous vouliez accéder à ces données, il fallait faire partie de cette communauté. Et entre-temps, les Américains avaient ouvert une base de données, data.gouv, et il y avait un blog. Mais bon, certaines personnes voulaient dire qu'ils étaient les pionniers. Et en effet, le blog s'appelait « Nous leur avons donné data.gov ». Donc il y a eu beaucoup de concurrence entre les deux côtés, avec l'opposition. Et je peux d'ailleurs vous montrer un graphique qui montre que les États-Unis ont mis en place le site web d'abord, et ensuite le Royaume-Uni a mis en ligne plus de données, et qu'ensuite les États-Unis ont réenchéri. Enfin bref, donc il y a eu une espèce de concurrence entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais en tout cas ils étaient les leaders. Et ne le dites pas à Gordon, mais généralement, on me demande comment on s'en sort. Et la deuxième question qu'on me pose, c'est comment on s'en sort par rapport à eux. Et c'est notamment la question qu'on me pose aux États-Unis. Et généralement, quand on vous demande comment on s'en sort par rapport à quelqu'un d'autre, la meilleure réponse à donner, c'est on a pris un peu de retard. On est derrière eux, mais avec un petit effort, on peut de nouveau les dépasser. Donc, ça encourage les deux côtés à agir vite, à faire encore mieux. Alors, je ne sais pas si vous faites très bien avec Internet. Peut-être devriez-vous vous lancer dans la vente de chaussures, par exemple. Alors, c'est très intéressant, notamment avec les villes. Le Canada, par exemple, est l'un des derniers pays qui a mis au point le système .gouv. Alors, en fait, lorsque l'on affiche des données et lorsque l'on publie les licences, ce qui est intéressant avec les licences concernant les données du gouvernement du Canada, c'est que l'on peut utiliser ces données pour tout ce que vous voulez, à condition de ne pas porter atteinte à la réputation du gouvernement du Canada. Alors, voilà quelque chose que le gouvernement britannique ne ferait pas, certainement. En fait, vous avez ouvert vos sources, vous avez publié toutes sortes de choses. Par exemple, pour la vente de vélos, en publiant les données sur l'endroit où on pouvait les trouver. Enfin, c'était un acte déterminé du gouvernement. Quoi qu'il en soit, l'idée générale, c'est qu'en étant ouvert, en mettant les choses au plat, public, cela pouvait être fait du même côté que le gouvernement. C'est là toute la question. Alors, ce changement fondamental dans l'économie de tous les pays et dans les relations sociales, c'est avéré être l'ouverture. C'est le maître mot, l'ouverture. Qu'en est-il du web ?
Qu'est-ce qui a fait que le web est devenu aussi déterminant dans le développement de l'économie, dans le développement des relations sociales? Et puis après, nous parlerons un peu de la politique au Moyen-Orient. Alors voilà une conversation qui promet d'être intéressante. Vraiment, je ne sais pas où vous êtes allé le chercher, celui-là. En fait, je peux voir que vous avez de nombreux amis journalistes. Alors, à propos du web, ce n'est pas simplement le web. En fait, le web est décentralisé, il est neutre, il est considéré comme une plateforme. Donc, on constitue une technologie web sur l'Internet. Il s'agit d'une plateforme ouverte. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez pour l'ajouter. Le web, c'est une plateforme ouverte. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, tout simplement pour le faire fonctionner sur la base de l'Internet. C'est cela, le web. Et ensuite, bien entendu, il faut laisser place à votre créativité. Donc, l'ouverture, tout est question de savoir si vous l'utilisez pour être ouvert ou si vous l'utilisez en tant que gouvernement pour contrôler le système et pour essayer, par exemple, d'éteindre le web ou de filtrer le web. Le gouvernement du Royaume-Uni a donc décidé de l'utiliser en vue de l'ouverture. Alors, l'ouverture, ce n'est pas simplement une question de transparence. En fait, la transparence semble être très à la mode, mais le principal avantage pour les pays, pour le monde entier d'ailleurs, c'est que ces données sont précieuses. Vous pouvez prendre des informations sur n'importe quel phénomène et placer cela sur le web. En fait, par exemple, les gouvernements produisent des cartes et en fait, c'est soumis à des droits d'auteur. On ne pouvait tout simplement pas les publier librement, ce qui était un obstacle. En tant qu'entreprise, par exemple, vous voulez, par exemple, donner des itinéraires pour se rendre d'un endroit à un autre, mais vous pouvez également afficher les informations concernant les transports publics. Donc, en fait, il y a de grands avantages économiques à l'idée de publier les données. Et puis, c'est également un créateur d'entreprise, puisque les gens disposent tout à coup d'informations avec lesquelles ils peuvent interagir pour produire de nouvelles idées, vendre des services pendant un certain temps. Il y a donc toutes sortes d'entreprises qui sont nées à la suite de la création du web. Plus les pays ouvrent leurs données, plus cela permettra à des entreprises de devenir florissantes. Comment avez-vous utilisé le web dans votre dernière campagne? Réponse, pas très bien, à vrai dire. Mais malgré tout cela, le président Obama nous a fait une démonstration de la façon dont le web peut être utilisé de façon extrêmement efficace. Et puis, nous parlerons tout à l'heure d'autres régions du monde. Pour ma part, je pense que l'on peut réfléchir à toutes les difficultés qui risquent de surgir, comme l'a écrit Tim dans un article prestigieux du Scientific America. L'on a des prestataires de services qui peuvent ralentir la mise à disposition de services pour les gens que l'on ne veut pas privilégier, dans l'intérêt de gens que l'on veut privilégier, mais le fait est que ce sont les gens eux-mêmes qui ont le contrôle. Alors cela permet effectivement aux gens de communiquer, de se connecter d'une façon sans précédent. Et cela permet aux gens de se rendre compte qu'il y a peut-être bien davantage de points communs avec les gens qui se trouvent dans d'autres pays, du point de vue religieux par exemple, sur d'autres continents. Cela permet aux gens d'avoir la possibilité de s'organiser davantage sur la base donc de leur possibilité de se connecter instantanément avec les autres. Donc je crois que cela a été une véritable transformation pour le monde entier. Et je crois que d'ici 10 ou 20 ans, nous examinerons le monde tel qu'il sera devenu à cette époque-là et nous verrons que des communautés se sont constituées dans le monde entier grâce au fait que les communautés ont pu se constituer et se connecter au travers des frontières. Il s'agira donc d'un développement extrêmement puissant. Et nous avons d'ailleurs les semences de ce changement non seulement en Égypte et ailleurs, mais partout dans le monde. Question. Cet après-midi, vous aviez dit que le web, c'était l'Internet d'une part, mais c'était également une plateforme. En fait, la Tunisie, l'Égypte, les événements ne se seraient pas produits sans cela. Alors, comment est-ce que ce travail va pouvoir se développer maintenant? Est-ce que les gouvernements vont finir par
publier tout ce que le gouvernement va décider? Est-ce que l'on va lancer des appels à manifestation? Est-ce que l'on va lancer des appels à organiser un vote sur l'Internet, par le téléphone, etc.? Réponse, je suppose que je vais probablement lui demander de répondre à cette question tout à l'heure, mais le fait est que, comme l'a dit Tim, le web vous propose une plateforme. Mais si vos idées ne sont pas puissantes, si ce que vous avez à dire est sans conséquence, si vous essayez de communiquer, cela n'aura aucun effet sur la vie des gens. En fait, si l'on fait le point sur ce qui s'est passé en Égypte, disons que, d'après ce que j'ai compris, tout a commencé en 2008. Il y a eu le mouvement du 6 avril avec une vaste grève. 70 000, 70 000 personnes ont rejoint la campagne sur Facebook pour soutenir ceux qui faisaient l'objet de discrimination. Mais ensuite, on s'est rendu compte que, en fait, Facebook n'était pas suffisamment soutenu et qu'il fallait réfléchir à d'autres moyens de faire passer le message vis-à-vis du régime. On a donc commencé à tirer les enseignements de ce qui se passait dans d'autres pays. Et il y avait eu des mouvements en ex-Yougoslavie qui s'étaient avérés très efficaces, notamment pour déboulonner le président Milosevic. Il s'agissait d'un groupe qu'on appelait le groupe Canva. C'est donc une combinaison de nouvelles technologies qui ont permis, bien entendu, de faire les choses beaucoup plus rapidement et d'une façon qui a eu beaucoup plus de répercussions qu'auparavant, mais également une idée de base. Les gens voulaient la dignité. En fait, l'on donne des taux de 75% de chômage en Égypte. On a voulu que la dignité humaine soit exprimée. On a donc développé tout cela sur une période de temps et non pas instantanément. Mais n'oublions pas qu'il s'agissait d'un mouvement de jeunes qui était en dehors de la structure des partis. Et peu à peu, les gens sont descendus dans la rue. Non pas pour manifester contre l'armée, mais pour manifester avec la police et l'armée. C'était une tactique qu'ils avaient apprise selon ce qui s'était déroulé ailleurs. Mais si vous posez la question de savoir si les choses se seraient produites de la même façon sans le web, eh bien la réponse est non. Je ne dis pas que cela ne se serait pas produit. Je ne dis pas que cela ne serait pas produit cette année, mais disons que ce serait produit d'une façon totalement différente. Le web a en fait changé la nature des manifestations, la nature de la dissidence. Donc ce serait produit différemment et probablement plus lentement. Réponse, c'est une question très intéressante. En fait, oui, si le web, c'est là que tout s'est préparé, ça se serait produit différemment. Alors, on peut très bien conclure, oui, il y a eu des foules d'étudiants qui se sont rassemblés dans tel ou tel pays et qui ont réussi à faire la révolution. Alors, en fait, ils auraient pu le faire sans le web, puisqu'il s'agissait d'une masse d'étudiants. Mais lorsque l'on réfléchit à la façon dont les gens décrivent les événements, dans certains pays, par exemple les patriotes en Amérique, pendant la guerre d'indépendance. Les patriotes, c'était des agriculteurs, des fermiers qui se sont réunis et qui ont réussi à débarrasser l'Amérique du joug anglais. En fait, on peut très bien raconter toute l'histoire de la révolution américaine en parlant d'insurgés. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'Irak. En fait, les enseignants en histoire se rendent compte que parfois, les militants, on appelle certains militants et qu'ailleurs on les appellerait terroristes. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est une méthode de décision pour savoir ce qui est un militant et ce qui est un terroriste. Ce qui nous amène à quelque chose d'essentiel dans la façon dont nous menons notre vie collective. Vous avez été journaliste, vous avez été politicien. Eh bien, l'essentiel, c'est qu'est-ce qui, à notre avis, est la vérité. Que faut-il faire à notre avis? En fait, nous avons travaillé au sein de grandes institutions, nous les avons changées au fil du temps, nous continuons de les réévaluer. Les institutions sont mises en place et elles sont vraiment importantes. Et il faut savoir exactement comment les utiliser, quel est le processus que l'on doit utiliser. On a toute cette foule d'informations sur l'Internet. Alors comment canaliser tout cela? Nous avons une véritable inondation d'idées au sujet de la façon dont changer les choses. Alors lesquelles faut-il choisir? Eh bien, en fait,
Sur le web, on a toutes sortes de choses. Il suffit d'écouter tous ceux que l'on suit sur Twitter. Eh bien non, les choses ne sont pas aussi simples. Même avec Wikipédia, avec ce modèle utopiste qui a très bien réussi, n'importe qui peut rédiger une page sur le web. Mais en fait, lorsqu'il y a une page web polémique du point de vue politique, eh bien, il faut savoir qu'il faut avoir des gens qui sont en mesure d'accéder à des pages web qui sont verrouillées. Et ensuite, il faut avoir une procédure pour pouvoir lancer une page de discussion. Donc, Wikipédia, si l'on veut, a créé une sorte de démocratie, une sorte de méritocratie également. En fait, il y a toutes sortes de choses fort intéressantes sur le web. L'on crée de nouvelles formes de démocratie. L'on expérimente toutes sortes de choses. Alors, je crois que l'on peut toujours essayer de s'améliorer, mais il faut savoir tout d'abord ce qui est un matériel de qualité. Et c'est la question essentielle que nous devrions tous nous poser. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous avons parlé d'authenticité sur le web. Et vous nous avez dit que le principal problème sur le web, c'était le manque d'authenticité. Alors, comment régler ce problème? Est-ce que vous effectuez des vérifications? Est-ce que vous suivez la structure de Wikipédia? Est-ce que vous élaborez des programmes pour aider les gens à déterminer si les sources sont valables? Enfin, comment est-ce que vous garantissez l'authenticité sur le web? Réponse. En fait, il y a toutes sortes d'idées. Prenons l'exemple de l'université. L'université, c'est un endroit où l'on fait de la recherche. En fait, on a toutes sortes d'étudiants qui ont toutes sortes d'excellentes nouvelles idées. Alors, je peux proposer quelque chose. Par exemple, la technologie nous permet de signer quelque chose avec une clé. Alors, je peux publier quelque chose et je peux le signer. Et ensuite, où que vous souhaitiez le lire ou le télécharger, vous pouvez utiliser une technologie relativement simple. Ce sont donc des technologies relativement simples et merveilleuses, mais que nous n'avons jamais réussi à mettre en place sur le plan social, car nous n'avons jamais pu mettre au point des clés, en fait, avec un système de confidentialité. Le système MIME est un autre système. En fait, l'on a un système de cryptage d'informations que l'on pense qu'ils ne doivent pas être vus par d'autres personnes. Alors, il ne suffit pas d'avoir la technologie. Il faut également avoir la sociologie qui l'accompagne pour déterminer comment les gens vont être motivés pour pouvoir utiliser le système. Donc la technologie offre des outils comme par exemple les clés de cryptage. Cela permet également d'avoir un système de traçage des données, mais en fait, il y a toutes sortes d'étudiants qui optent pour ce type de système, mais il faut savoir comment procéder. C'est grâce à la technologie que l'on peut y arriver. Dans votre fondation, vous avez toutes sortes de projets fort intéressants et la fondation web pourrait peut-être avoir recours à ce type d'instrument. En fait, vous avez parlé de la fondation web que vous avez fondée et pour laquelle nous travaillons au sein du conseil d'administration, Gordon et moi-même. Alors, examinons le travail effectué par la Web Foundation. En fait, l'on s'est déplacé de plus en plus vers le sud depuis l'Afrique du Nord. Alors, parlons maintenant de la Web Foundation. Où avez-vous commencé ? Est-ce que vous avez tout d'abord réfléchi à l'Afrique? Est-ce à l'Afrique que vous avez pensé lorsque vous avez imaginé la création de la Web Foundation? Réponse, pas du tout, pas spécifiquement. La Web Foundation, lorsque nous avons décidé de nous pencher sur la question pour savoir avec qui nous allions travailler, nous avons pensé à la société web en général. Et puis, l'on se rend compte que seuls 20% de l'humanité utilise le web. Alors, nous nous sommes posé la question, mais qu'en est-il des 80% restants qui ne sont pas tous en Afrique, en fait? Nous avons pris contact avec certaines communautés en Afrique, en Amérique du Sud. Mais si l'on examine les personnes qui n'utilisent pas le web,
Il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément des pauvres qui vivent dans les zones rurales, ils ne sont pas forcément déconnectés, ils ont parfois un signal. Il peut très bien s'agir d'analphabètes qui vivent dans les zones urbaines. Donc en fait, il faut examiner la situation qui peut varier d'un pays à l'autre. Et puis, il faut examiner également les différentes régions dans un même pays, parce que la situation peut varier d'une région à l'autre. Alors, tout cela est extrêmement complexe, mais évidemment, l'Afrique subsaharienne est une région qui nous intéresse. En fait, nous avons eu une longue historique d'intérêt pour l'Afrique. En fait, ce qui est très révélateur, c'est ce qui s'est passé en Afrique au cours des dernières années. La pénétration de la téléphonie mobile a augmenté de façon spectaculaire. Je crois que nous en sommes à 500 millions de téléphones mobiles supplémentaires. Alors, l'on a assisté à des changements spectaculaires, même dans les zones rurales. Parfois, les gens ont accès à la téléphonie mobile simplement avec une carte SIM et l'on utilise un point de contact pour effectuer un appel sans pour autant avoir un téléphone. Alors, l'accès est de plus en plus large. Mais la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que seul un petit nombre de personnes ont accès à la bande passante et ont accès à l'Internet? La bande passante ne représente que 2% d'accès en Afrique et 10% pour l'Internet. On a donc une population qui pourrait très bien bénéficier d'un grand pas en avant technologique grâce à cette technologie. Alors pourquoi ne pas faire avancer les choses plus rapidement, en particulier parce que les gens sont équipés de téléphones mobiles désormais. Alors quels seraient les avantages que l'on pourrait de tout cela? En fait, des avantages en matière d'éducation. Il faut savoir que certains ont déjà lancé des informations éducatives. Auparavant, on avait des manuels scolaires, on avait des enseignants avec des compétences spécifiques sur tel ou tel sujet à l'école primaire et secondaire. Donc c'est très intéressant avec la transmission d'informations, par exemple avec le projet VIH-Sida en Afrique du Sud, où les gens peuvent rester en contact, non pas en se rendant directement chez le médecin, ce qui coûte très cher, mais simplement en envoyant des SMS au médecin. Tim, avec la Fondation Web, a promu un projet en agriculture pour tenir au courant les agriculteurs du prix des récoltes, pour qu'ils sachent également ce qu'il en est des problèmes auxquels ils vont devoir faire face au moment de la récolte. Il y a toutes sortes d'utilisations sur le web. Mais il faut savoir tout d'abord comment l'on pourrait obtenir des services par le téléphone mobile et deuxièmement, comment avoir une bonne connexion au web par différents moyens en Afrique. Ce qui pourrait faire une véritable différence. En fait, l'on pourrait faire un énorme pas en avant et contourner les technologies que l'on a mises en place pendant la révolution industrielle en Europe. Cela permettrait au continent le plus pauvre du monde d'avancer très rapidement et de devenir l'un des continents les plus prospères, à condition de bien canaliser ces nouvelles technologies dans leur intérêt. Je veux dire qu'il y a toutes sortes de projets très intéressants qui sont en train de se mettre en place. Alors si nous nous engageons en faveur de tout cela, nous pourrions véritablement apporter la différence et élargir les occasions dans ces différents domaines, en particulier dans les zones les moins développées. Donc si je vous ai bien compris, plutôt que de se concentrer sur le fait que tout le monde doit avoir accès à la bande passante, nous pourrions peut-être augmenter le pourcentage de personnes ayant accès à l'Internet, même au niveau de base. Réponse. Je pense qu'il y a toutes sortes de façons de le faire très rapidement, mais la bande passante, c'est quelque chose de réel. Et j'en parlais avec Tim cet après-midi. En fait, les prix ont diminué rapidement grâce à la mise en place de la bande passante. Mais je peux vous donner un exemple que l'on m'a donné. Si vous êtes en Inde à l'heure actuelle, vous pouvez avoir accès à la bande passante pour un prix oscillant entre 6 et 40 $ par mois. Mais si vous êtes en Afrique, étant donné que c'est uniquement une proposition des entreprises privées, cela peut coûter 200 à 300 $ par mois. C'est donc une énorme différence de prix qui fait que ce n'est tout simplement pas à la portée de millions de personnes. Alors qu'en Inde, la bande passante est de plus en plus accessible à des millions de personnes. Alors qu'en Afrique, c'est encore quelque chose qui relève des entreprises privées. Ce n'est pas donc un service accessible à l'ensemble de la population. Alors, est-ce que l'on pourrait passer à la mise en place de câbles suite à la mise en place de la large bande, l'Internet par la téléphonie mobile? Cela se
produit déjà dans certains pays. Alors je crois que nous devons constamment examiner ce qui peut produire les meilleurs résultats. Mais en fin de compte, je suppose qu'il y aura toutes sortes de technologies qui seront disponibles. Mais la question essentielle, c'est est-ce que nous pouvons faire avancer plus rapidement ces pays en utilisant les meilleures technologies accessibles pour leur donner accès à quelque chose qui pourrait faire une différence dans leur vie au quotidien, encore davantage que ce qu'a fait Internet. Et Tim, savez-vous quelle est la différence de prix entre la mise en place d'un système de bande passante régionale par rapport à un système plus simple, à un accès à Internet plus simple? Est-ce qu'il y a une énorme différence de prix? Est-ce que c'est plus compliqué à faire et donc plus cher? En fait, cela dépend de ce dont vous parlez, ça dépend de quelle bande passante, quelle largeur de bande et où vous le faites. Bon, alors, je vais essayer de répondre à votre question. En Ouganda, nous avions remarqué que les personnes n'avaient pas de connectivité, mais mes collègues pouvaient tweeter. Donc, 80% de la population a un signal, a un réseau. Donc, vous pouvez, avec vos appareils, vous pouvez rappeler chez vous ou utiliser Twitter. Mais eux ne l'utilisent pas. Seuls 20% de la population utilise Internet. Et quelle est la différence? Et c'est ce que nous examinons et c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Et ce n'est pas uniquement une question d'accès. Accès à Internet, c'est une chose, bien entendu. Mais l'utilisation du web entend l'utilisation de pages web, c'est-à-dire lire ou même écrire des pages. Et ce sont des facteurs très différents qui rentrent en jeu ici. Il ne s'agit pas uniquement de connectivité, et il peut s'agir d'un signal. Vous avez le réseau, mais pas de téléphone. Mais comme l'a dit Gordon, seule une minorité n'a pas de téléphone aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de téléphone, il y a de fortes chances que dans votre famille ou dans votre réseau d'amis, quelqu'un ait un téléphone. Donc, peut-être avez-vous un téléphone, mais peut-être n'avez-vous pas d'accès au web. Mais les téléphones standards Nokia à $10 qui existent partout en Afrique aujourd'hui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à Internet, mais la plupart des nouveaux téléphones qui sont vendus donne la possibilité d'accéder à Internet. Alors peut-être avez-vous le téléphone, peut-être pouvez-vous accéder à Internet, mais quand vous y accédez, vous ne trouvez rien dans votre langue maternelle. Et dans certains pays, beaucoup de personnes parlent à l'heure actuelle un assez bon anglais. Au Ghana, en Inde, beaucoup de personnes parlent anglais. Mais il s'agit d'intellectuels, pas de population rurale. La plupart des populations rurales ont une langue locale. Donc nous devons faire du web un média multilingue. Peut-être avez-vous un téléphone, accès à Internet, et vous trouvez des contenus dans votre langue, mais vous êtes analphabète. Donc vous ne pouvez pas lire le contenu dans votre langue. Peut-être que vous êtes dans un village africain très éloigné et que vous ne savez pas lire, mais peut-être que vous vivez dans une zone urbaine, dans un pays développé, mais que vous êtes analphabète, que vous ne savez pas lire. Ça existe aussi dans ces pays-là. Donc, il y a une énorme différence entre les personnes qui n'ont pas de réseau et ceux qui ne peuvent pas profiter des contenus. C'est très complexe. Pour le dernier problème dont vous parlez, dit Gordon Brown, vous pouvez le régler avec un système de voix sur texte. Oui, c'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons, justement. Comment donner accès à Internet, donc, et non pas uniquement à des sites qui fonctionnent sur de petits téléphones, qui puissent être utilisés dans une langue donnée et qui puissent mettre en place un dialogue pour transmettre les informations. Si vous avez un dialogue sur le sida, par exemple, sur la façon de diagnostiquer telle ou telle maladie, comment traiter vos plants de bananiers, par exemple, comment transmettre ces informations, comment les fournisseurs d'accès peuvent mettre en place des portails pour donner accès à ces informations. Alors, vous avez parlé de changement de valeur suite à ces changements
ces changements dans la disponibilité des informations, dans l'utilisation des informations. Quelles sont les valeurs qui en seront affectées? À d'autres occasions, vous avez parlé des agriculteurs qui, grâce au téléphone mobile, peuvent connaître les prix de vente sur le marché des tomates dans tel ou tel village où ils obtiendront le meilleur prix. Et cela permet à toutes ces personnes de s'émanciper, de s'autonomiser. Et ce qui m'amène à ma première question, quel est ce changement de valeur qui a lieu? Est-ce que le web est un droit humain universel? S'agit-il d'un droit humain universel? Réponse, ça devra l'être au bout du compte. Cet après-midi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Kofi Annan et de parler avec lui de son projet sur l'agriculture en Afrique. Il essaie de lancer une révolution verte en Afrique où il y a beaucoup de terres non cultivées qui ont le potentiel d'être cultivées et en même temps il y a une productivité très basse. Et justement on peut changer cette situation. Il m'expliquait comment il était allé sur le terrain, il avait parlé avec des agriculteurs au Ghana et ils avaient supprimé l'intermédiaire, ils avaient réussi à supprimer les intermédiaires grâce à la téléphonie mobile. Ils avaient accès directement au marché et donc ils obtenaient de meilleurs prix. Ils ont supprimé tous les intermédiaires, ce qui a permis de mieux valoriser le travail agricole. C'était devenu rentable, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'ils payaient tellement de commissions à ces intermédiaires qui imposaient, qui dictaient leurs prix, qu'au bout du compte, ce n'était pas rentable pour les agriculteurs. Donc cela a provoqué un grand changement économique et grâce à ce projet, et notamment Tim a parlé du projet de la Fondation Web. Grâce à tout cela, ces informations sur l'agriculteur peuvent être transmises aux personnes les plus intéressées et on peut voir de grands changements qui ont lieu. La question la plus générale, c'est est-ce que tout le monde devrait avoir accès au web? Oui, bien entendu. Je crois que dans mon propre pays, aux États-Unis, si l'on veut obtenir un poste chez McDonald's ou Walmart, vous ne pouvez transmettre votre demande, votre CV que par Internet, ce qui exclut certaines personnes. Oui, en Écosse, par exemple, il y a 100 000 personnes dans un pays de 350 000 personnes qui n'ont pas accès au web. Comment gérer cette situation? Martin Fox, qui a été à l'origine de beaucoup d'innovations commerciales au Royaume-Uni, et responsable d'un projet qui veut que d'ici 2012, tout le monde soit connecté. Et on oublie le nombre de personnes qui sont exclues dans les pays industrialisés, les personnes âgées notamment, que l'on doit persuader des bienfaits de ce système. Beaucoup de parents seuls qui sont exclus de bien des manières et qui ne profitent pas du contexte et des informations mises à disposition sur le web, et beaucoup de chômeurs. Donc si l'on arrive à toucher notamment ces trois groupes, et il y a la question également des personnes handicapées, et nous devons réfléchir à des moyens d'aider ces personnes. Si l'on s'attaque à ces groupes, on pourrait obtenir un niveau d'accès à 100% en très peu de temps, et les leçons que nous apprendrons, les enseignements que nous tirerons dans les pays industrialisés pourront être appliqués ailleurs. Oui, c'était très intéressant de vous écouter parler de ce problème, et nous en avons beaucoup parlé également. Si l'on compare avec la situation en Afrique, un nombre très réduit de personnes utilisent le web. Mais si une personne au village a accès à Internet, on peut en faire un agent d'information et permettre aux autres villageois d'accéder à ces informations. Et ça, c'est essentiel. Il faut donner les moyens à des personnes stratégiques d'accéder au web. Et par contre, si on prend le Royaume-Uni, il y a une très bonne pénétration Internet. La plupart des personnes qui font des demandes de paiement, ils payent leurs impôts en ligne, ils le font pendant la pub. Oui, d'ailleurs, nous parlions de projets sur l'immatriculation des véhicules, et nous en parlions le jour de Noël, justement, je m'en souviens très bien. Et nous avions remarqué que, justement, c'était un jour où on utilisait énormément l'Internet. En effet, bon, alors, si vous mettez tout ceci à disposition des personnes qui ont accès à Internet, on risque de se retrouver dans la situation comme avec McDonald's,
où l'on exclut tous les autres de ce genre de poste. Ce qui nous intéresse, ce sont les 2 dernières personnes de la communauté qui n'ont pas accès à Internet. Et quand, enfin, on peut dire que tout le monde a accès à Internet, à ce moment-là, on arrive à économiser énormément d'argent puisqu'on peut supprimer tous ces services qui ne sont pas en ligne. Et le seul moyen de le faire, pour être équitable, pour être juste, que l'on parle de l'Afrique ou de l'Écosse, c'est de tenir compte de ces personnes, puisqu'il y aura toujours un pourcentage de personnes qui sont tellement isolées qui n'auront pas accès ou qui n'aiment pas l'idée, puisque ce sont des personnes trop âgées, qui ont vécu 2 guerres mondiales et qui se disent « j'ai vécu très bien sans Internet jusqu'ici, pourquoi m'y mettre ?» Et il faut tenir compte de ces personnes. Nous ne devons pas leur imposer Internet. Nous ne devons pas créer une société dans laquelle on ne peut pas vivre, dans laquelle on ne peut pas conduire, voter, etc. sans accès à Internet. Donc nous devons tenir compte de tout cela, donner des espaces à ces personnes où l'on peut peut-être intégrer ces personnes plutôt que d'aller chercher votre permis, si vous renouvelez votre permis de conduire par exemple, aller dans un point où il y a accès à Internet, donc dans une bibliothèque ou autre, et là une personne aidera à faire toutes les choses qu'il faut faire en ligne. Donc plutôt que de vous s'adresser à un comptoir où l'on s'adresse à un fonctionnaire, moi j'ai un écran, je vois, mais il n'y a pas de rapport de supériorité. On peut avoir une interaction, donc on pourrait imaginer un grand écran que la personne en face puisse voir également pour que vous puissiez voir ce que je fais pour vous, ce que je fais avec vous, aider les personnes à réaliser toutes ces démarches en ligne. Et à ce moment-là, les personnes verront qu'Internet est utile et pourront apprendre à l'utiliser et éventuellement s'y intéresser et acheter un ordinateur. Cela pourrait être très utile. Mais il faudra toujours donner la possibilité à ces personnes d'aller dans un lieu, un espace où ils peuvent obtenir de l'aide. Oui, en effet, dit Gordon Brown, cela fait partie de notre projet. Nous voulons donner l'accès aux personnes qui n'auront pas forcément cet équipement, ces appareils eux-mêmes. J'ai réussi à persuader ma mère, d'ailleurs qui a plus de 80 ans, à aller sur Internet, mais je n'ai jamais réussi à la persuader d'utiliser un téléphone portable, bizarrement. En effet, c'est problématique. Je me souviens une fois, j'ai reçu un appel d'un journaliste à Cuba. Je lui ai demandé s'il avait vu dans le journal le reportage que nous avions publié. Il m'a dit non. Il a dit non, je n'ai pas accès à Internet. Et je vis dans un pays où je viens d'expliquer à ma mère ce que c'est un fax, c'est que c'est un téléphone qui imprime du papier. Alors, voilà. Alors, nous sommes dans une université, nous sommes entourés des générations futures, et il me semblait que l'on devait prendre quelques questions dans la salle. Très bien, alors, nous allons prendre le temps d'écouter un peu le public, d'écouter les questions. Mais d'abord, comment s'assurer que nous sommes sur la bonne voie? Comment garantir que tout le monde puisse jouir de ce nouveau droit humain? Du point de vue des gouvernements, du monde universitaire, de la fondation, que pensez-vous pour la suite? Il faudra prévoir un changement éthique de la vision, le droit de rendre publiques les informations du gouvernement. Ça, c'est un changement de vision, de comportement. Et il y a déjà un changement. La Finlande, notamment, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement finlandais a adopté l'accès en tant que droit humain. L'Estonie également, il me semble. Donc, cela peut se faire pays par pays. Vous êtes à Genève, vous avez les Nations Unies ici. Peut-être pouvez-vous utiliser le système onusien pour faire respecter ce droit. Les pays européens peuvent utiliser l'Union européenne. Il existe des institutions qui devraient peut-être entreprendre ce genre de mesures.
à la Fondation, la plus grande préoccupation était qu'il y avait énormément d'ONG qui luttent pour les droits humains, les droits des homosexuels, des pauvres, de toutes sortes de groupes, des femmes, de toutes sortes de démunis. Et ils commencent à se rendre compte que le moment est venu de lutter pour le droit à la collectivité. Et si vous luttez pour le droit de la femme et que vous obtenez un accord de principe, mais que tout cela ne reste que théorique, que les femmes n'ont pas accès à Internet, par exemple, c'est inutile. Donc, en fait, la lutte pour les droits humains a trouvé son espace, puisque c'est une technologie qui donne la possibilité de s'ouvrir au monde. Lorsqu'il y a une discrimination, on peut en parler. Par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet ou le gouvernement qui bloque des sites. À ce moment-là, on peut tous montrer du doigt ces censeurs. Les ONG peuvent réagir. Alors peut-être qu'il faudrait mettre au point un texte international pour faire respecter ces droits, tels que dans la Convention sur les droits de l'enfant. Il faut surveiller de près les abus. Il faut trouver des exemples, des illustrations pour que les personnes réticentes, lorsqu'ils disent non, ce n'est pas un problème, vous pouvez leur dire non, telle personne en a souffert. Il y a eu tel abus. Oui, en effet, c'est fascinant. Si l'on observe le monde dans les années 90, nous avons connu la terrible tragédie du Rwanda. Les informations ne nous sont pas parvenues suffisamment rapidement et c'était l'un des problèmes. C'était l'une des raisons pour lesquelles les Nations Unies et d'autres ne sont pas intervenus à temps pour prévenir ce génocide. Les gouvernements peuvent essayer d'opprimer leur population, mais on ne peut pas totalement bloquer les informations. Vous pouvez terroriser vos citoyens, mais ces citoyens ont maintenant les moyens de faire parvenir des messages à l'extérieur, ce qui met une pression supplémentaire sur ce genre de régime. Ce que l'on n'apprenait que trop tard auparavant est maintenant connu à temps pour réagir. Et je crois que l'autre facette, c'est que nous construisons une communauté internationale. Des personnes qui partagent des valeurs communes, similaires. Les personnes qui respectent ce que j'appellerais la règle d'or, le respect de son voisin. Si l'on commence à voir les autres populations comme des voisins, si l'on commence à communiquer, on peut mieux s'organiser pour apporter le changement. Je crois que le monde a changé à tout jamais. La politique étrangère, notamment, avant, on prenait des décisions sans en informer le public, mais aujourd'hui, à cause de ces moyens de communication, grâce à cette interaction, la politique étrangère est changée à tout jamais. Et si le ministère des Affaires étrangères auparavant était dans le secret, maintenant ce n'est plus le cas. On ne peut plus dire non, je ne peux pas vous en parler, c'est un secret du gouvernement. On s'attend à avoir accès à ces informations. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous connaissons la crise en Côte d'Ivoire, notamment, c'est parce qu'il y a eu toutes ces informations, les manifestations qui ont lieu en Libye, les soulèvements viennent également de ces transmissions d'informations. Donc le monde a radicalement changé depuis 20-30 ans et les populations s'impliquent directement, obligent le pouvoir à rendre des comptes. Alors, où est la vérité? Bien entendu, nous sommes pris dans un flot d'informations, nous sommes inondés d'informations.
Mais en tout cas, les personnes au pouvoir doivent beaucoup plus rendre des comptes qu'auparavant. On peut leur poser des questions et on peut s'attendre à ce qu'ils répondent à ces questions. Et je crois que c'est un changement fondamental dans la communauté internationale. En effet, un changement de valeur, c'est ce que l'on attend. On s'attend à ce que ces informations vous soient mises à disposition. Et notamment, on l'a vu en Chine avec le séisme, la crise au Japon. Alors, à ce propos, est-ce qu'il y a des geeks, des spécialistes en informatique dans la salle? Est-ce que ce sont deux entités qui s'excluent mutuellement, donc un spécialiste en informatique ou un geek? En fait, nous avons vu qu'il y avait des problèmes sociaux et tout a commencé par des gens qui ont effectué une conception technique, par des geeks, mais tout en gardant à l'esprit la conception sociale. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire en sorte que le monde soit plus solide, eh bien, il y a toutes sortes de domaines de recherche très intéressants pour faire en sorte que le monde puisse être de cette façon. Par exemple, si quelqu'un éteint l'Internet dans tel ou tel pays, par exemple avec les prestataires de services Internet, ça a été écrit dans le New York Times, donc c'est que c'est vrai. En fait, je leur fais entièrement confiance, sauf lorsqu'il s'agit de domaines que je connais très bien. Donc, un journaliste s'est rendu en Égypte et s'est rendu compte qu'il y avait un prestataire de service qui avait essayé de fournir le service, mais l'Égypte, on avait éteint le web, mais l'Égypte restait tout de même connectée. Donc, on peut très bien mettre en place notre propre service web, notre propre système de courrier. Et puis, on a même le système de traçage ancien du web qui permettait d'envoyer des messages. C'était en fait une version ancienne de Twitter. Et donc, on peut très bien avoir Twitter, un système de conversation en ligne. Et c'est donc ce qu'il a mis en place. Et puis, il a pu télécharger un logiciel des États-Unis. Donc, en fait, il aurait pu y avoir davantage de résilience en Égypte. Mais disons qu'il avait un stock de choses que l'on peut faire lorsque l'on est confronté à ce type de situation difficile. Alors, comment pourrait-on reconcevoir le protocole pour faire en sorte d'avoir davantage de résilience? Par exemple, si l'on peut transmettre des données par le web jusqu'à ce que, en fait, le système fasse front à une attaque. Et à ce moment-là, on se transforme en système pair à pair, peer-to-peer. Et de cette façon, cela permet de pouvoir remonter le courant et de pouvoir contourner la difficulté. Donc, il y a toutes sortes de façons techniques qui nous permettent de concevoir l'Internet pour améliorer ce type de situation. Et de cette façon, le système sera plus résilient. On peut envisager un système plus résilient. En fait, on a tendance à penser qu'il s'agit d'un réseau et si on coupe un câble, plus rien ne fonctionne. Mais en fait, c'est simplement que si l'on coupe un câble, quelqu'un va ne plus avoir de connectivité. Mais en fait, tout est bien plus connecté que tout cela. On peut très bien envisager de concevoir des systèmes qui puissent être plus robustes face à ce type de difficultés. C'est donc un défi qui est lancé à la communauté technique. Alors, tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure, rentrez chez vous et commencez à travailler là-dessus. Vous pouvez même partir un peu plus tôt. Voilà, nous avons maintenant la possibilité d'entendre quelques questions. Tellement habitué à utiliser les claviers ou les écrans tactiles, personne n'a rempli des petites cartes. Donc n'hésitez pas à poser des questions oralement et le panel va y répondre. There's a question over there, and it looks like he's even written it down. Could I have your opinions on WikiLeaks? Is it a... Est-ce que je peux avoir votre avis sur WikiLeaks? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je suis très heureux que vous posiez la question. Je m'apprêtais à la poser moi-même à mon excellent ami Gordon Brown.
En fait, lorsqu'il nous a parlé de son expérience, eh bien, quels seraient les bons conseils qu'il pourrait donner à un Premier ministre? Réponse. Avec Wikileaks, le problème, c'est qu'il faut faire en sorte que le plus d'informations possible soient à la disposition du public. En fait, c'est une idée peut-être un peu ancienne. Il faut que les gens puissent participer à la prise de décision dès la base. Alors, Wikileaks a permis d'amener des informations au public, ce qui est une bonne chose. La seule remarque que j'aimerais faire, c'est que certains se sont retrouvés en péril au sujet de ce qu'ils faisaient en tant qu'individus. Et c'est cela qui a été très difficile de justifier. Des gens se sont retrouvés dans des situations où ils étaient en situation de danger dans certains pays. Et ça, c'est quelque chose que l'on aurait vraiment pu éviter. Par conséquent, la question est de savoir comment ces informations ont filtré, comment elles ont été divulguées. Et je crois que cela fera faire en sorte que les gouvernements fassent preuve de davantage de prudence à l'avenir. Je crois que le public n'a peut-être pas appris autant que ce à quoi l'on aurait pu s'attendre avec ce système. En règle générale, l'on a pu apprendre que les choses que l'on craignait qu'elles se produisaient effectivement, plutôt que d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Mais il y aurait peut-être un petit bémol, c'est-à-dire la façon dont on qualifie les gens, la façon de les placer dans une situation risquée, c'est peut-être le seul bémol. Question, plutôt que de faire attention au type d'informations que vous envoyez à Londres, il faut peut-être plutôt faire attention à ce genre de choses. En fait, à l'époque, l'ambassadeur, c'était quelqu'un qui communiquait des informations de la part du gouvernement qu'il représentait au gouvernement du pays dans lequel il se trouvait. Mais maintenant, toute la diplomatie, comme on l'appelle, se fait par communication directe. Donc, si vous voulez parler au président Obama et que vous êtes le Premier ministre du Royaume-Uni, eh bien, vous lui parlez directement. Et vous n'avez plus forcément à passer beaucoup de temps pour transmettre l'information à une personne qui la transmettra à une autre et encore à une autre. Et au bout du compte, la question est devenue obsolète. Et puis, les informations ne sont même plus précises à cause de la traduction. Donc, en fait, la communication est beaucoup plus directe maintenant. Par conséquent, ces informations qui passent par Wikileaks, cela n'a rien de surprenant puisque l'essentiel de la communication se fait directement de personne à personne, d'une façon sans précédent. Cela ne s'était jamais produit à ce point-là par le passé. C'est la raison pour laquelle le monde est aujourd'hui très différent de ce qu'il était à l'époque où les ambassadeurs avaient toutes ces décisions à prendre. Et puis, avec tout le respect que je dois à tout ambassadeur qui pourrait être présent dans la salle. Une autre question, peut-être, je ne sais pas où sont les micros. Voilà, nous avons un micro là, une question. Les technologies amènent toutes sortes de très bonnes choses. Vous en avez parlé tout à l'heure. La propagation, c'est donc quelque chose de positif. Mais qu'en est-il de l'exploitation de ces bonnes choses? Par exemple, des enfants qui regardent la pornographie ou la propagation d'idées dangereuses. Comment pourrions-nous régler ce genre de choses? Est-ce que cela peut être fait par la censure? Est-ce qu'il y a un moyen d'effectuer un contrôle? Et puis j'aimerais rebondir sur cette question très intéressante. S'il s'agit d'un système ouvert, cela veut dire qu'il est également ouvert aux gouvernements qui veulent exercer un contrôle. Alors, comment envisager ce type de situation? Voilà, ça fait déjà 2 questions et vous venez d'en ajouter une 3e. Est-ce que vous allez y arriver? Même 4 s'il le faut. Alors, d'une part, il y a des gens qui font des choses sur le web dont on sait qu'elles sont illégales. Par exemple, la pornographie enfantine. C'est illégal dans la plupart des endroits que je connais. Si vous faites de la pornographie enfantine sur le web ou ailleurs que sur le web, vous violez la loi et vous allez en prison. En fait, il y a toutes sortes de choses qui sont illégales aussi bien sur le web qu'en dehors du web. Par exemple, la fraude.
Ce qui complique un peu les choses, c'est que de savoir ce qu'il en est des gens qui transmettent des mauvaises informations. Donc là, on a un jugement de valeur en utilisant le mot mauvais. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise information? Et là, on a un jugement de valeur. Donc j'en reviens à la question de savoir si l'on peut traiter quelqu'un de militant ou de terroriste. Il faut savoir la différence entre les deux. Il faut savoir s'il s'agit de menacer un gouvernement justifié ou alors si on lutte contre un gouvernement qui n'est pas justifié. Alors comment le savoir? Comment définir un régime oppresseur? Par exemple, aux États-Unis, l'on doit toujours déterminer ce que l'on entend par gouvernement oppresseur. C'est quelque chose que l'on a fait récemment. Alors c'est là toute la question pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et comment peut-on décider cela dans le cadre du système que nous avons construit? Alors ma réponse est la suivante. Et pour répondre à votre troisième question, si vous donnez à un gouvernement le pouvoir de faire des choses vraiment importantes sur le web, par exemple couper quelqu'un ou suspendre la transmission ou intervenir sur ce qu'ils font, est-ce que c'est mauvais? Lorsque l'on a une agence qui est chargée de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais, il y a toujours quelque part une agence qui vérifie, indépendante. Alors, en effet, l'on a par exemple affaire au problème de mafia qui agissent sur Internet. Et en fait, c'est le seul moyen de pouvoir les attraper. Par exemple, les trafiquants de drogue. Alors, si l'on dote les responsables de pouvoirs importants, de compétences importantes sur le web, il faut ensuite avoir quelqu'un qui vérifie les vérificateurs. Je vois que nous n'avons plus guère de temps. Alors peut-être allons-nous entendre encore quelques questions simplement, afin que le plus grand nombre de personnes ait la possibilité de poser une question. Alors nous allons entendre quelques questions, une ou deux, puis on va y répondre. Je vois qu'il y a plusieurs questions de ce côté-ci. Vous avez le microphone, alors allez-y. Question en français. Oui. D'accord. Oui. Je crois qu'il faut distinguer très clairement les aspects techniques des aspects psychologiques et sociologiques. On sait dans le domaine des relations humaines, dans le domaine de la sociologie, que plus il y a d'échanges, plus les gens s'enrichissent et inventent des manières de se comprendre et de faire société. Donc c'est simplement pour ajouter cette information. En Inde, il y a un chercheur en sciences de l'éducation qui a posé une borne Internet dans un village très reculé où on ne parle pas l'anglais et simplement un dialecte hindou. Les enfants qui se sont amusés avec cette borne Internet, au bout de 6 mois, parlaient anglais et ont appris beaucoup de choses. Donc c'est simplement une information pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que les gens parlent anglais ou qu'ils soient riches, je ne sais quoi. On peut mettre à disposition des accès et d'eux-mêmes, ils sauront apprendre. Oui, c'est une excellente histoire. En effet, que si vous mettez un accès à Internet dans le village, les enfants vont s'y intéresser. Ils vont, notamment avec les terminaux, avec toutes sortes de touches, les terminaux tactiles, on peut vraiment encourager les enfants à explorer. Oui, c'est une excellente nouvelle. Et ce que j'en retiens, c'est que la Fondation ne devrait pas trop se préoccuper de l'enseignement de base des techniques d'Internet. Cependant, combien de ces enfants sont devenus des blogueurs? Bon, les personnes vivant en Afrique, même s'ils s'intéressent beaucoup à l'Internet, souvent ne s'en rendent pas compte qu'ils peuvent contribuer à Wikipédia, par exemple, qu'ils peuvent écrire non seulement un article en anglais sur leur ville, qui n'est certainement pas représenté sur Wikipédia, ils peuvent écrire un article dans leur propre langue sur cette ville.
Donc, je crois que certaines choses s'apprennent seules, d'autres choses, il faut peut-être leur donner un coup de pouce. C'est très bien que ces enfants aient pris le temps, mais est-ce qu'ils ont appris l'anglais? Est-ce que l'on veut que la participation à la société d'information passe obligatoirement par l'anglais? Vous parlez généralement l'anglais, à part vous. Vous vous accrochez à votre langue, vous insistez pour parler français, et c'est bien d'avoir la possibilité de le faire, mais peut-être qu'il n'y aura que 5 langues sur le net, les 5 langues des langues des Nations Unies. Mais en effet, pour parvenir à une paix dans le monde, il faut se limiter en termes de langues. Nous ne pouvons pas négocier la paix avec 2000 langues, donc il faut se limiter à un nombre réduit, 6 en l'occurrence aux Nations Unies, mais en effet, il faut également préserver la culture de chacun. Ces enfants doivent préserver leur tradition orale de transmission de contes. Donc les deux arguments sont valables et il faut en tenir compte. Alors peut-être que l'on devrait apprendre 2 langues. Il est essentiel de préserver ce qui existe. Le Schweizerdeutsch, par exemple, c'est toujours intéressant d'observer la culture suisse, ce qui se passe dans les montagnes, dans les vallées des Alpes. Il existe encore des personnes qui coupent eux-mêmes leur herbe à la main, mais qui participent sur Internet. Bon, ça peut être un mauvais exemple, mais en tout cas, c'est une excellente anecdote et peut-être pouvons-nous nous en inspirer pour la suite, en donnant accès, les gens apprennent. Peut-être une dernière ou avant-dernière question? Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Tim Berners-Lee. Aujourd'hui, la plupart des jeunes utilisent les blogs, Twitter, Facebook. Alors, qu'avez-vous ressenti en lisant l'article de Chris Anderson qui a dit que le web était mort? Quand j'ai entendu que le web était mort, ma première pensée était au moins, je ne vais pas être obligé d'aller à Genève pour parler du web. La vie serait beaucoup plus simple, en fait. Non. Bon, nous avons beaucoup parlé de bon journalisme et de mauvais journalisme. Il existe de bons journalistes et de mauvais journalistes. La première version que Chris Anderson m'a montrée était du mauvais journalisme, parce qu'il a démontré que l'HTML, la page traditionnelle web, ne représente qu'une petite partie du trafic sur Internet. Il y a de plus en plus de vidéos maintenant. En effet, l'Internet ne se limite plus à l'hypertexte traditionnel, c'est souvent associé à la vidéo, et la vidéo prend beaucoup plus de bandes passantes sur le web. Mais bien entendu, tout le monde s'y attendait. On s'attendrait à ce que l'Internet soit dominé par les vidéos lorsque l'on regarde le nombre d'octets. Mais en fait, c'est une mauvaise démonstration. Le trafic sur le web n'avait pas diminué. C'était uniquement une question de répartition. Donc, je suis venue tout de même à l'Université de Genève pour cette conférence. Donc, le web n'est pas mort. Mais il y avait un bon argument. Je crois que beaucoup de personnes auraient été choquées par le graphique, donc n'auraient pas lu l'article, mais il disait un peu plus loin qu'il existe beaucoup de versions qui sont disponibles sur les applications téléphoniques. Et quelque chose apparaît sur une application, sur un téléphone, à ce moment-là, on ne peut pas mettre de marque-page, je ne peux pas faire de tweet, cela ne fait pas partie du système, si vous voulez. Et cela ne fait pas partie de ce réseau de liens, donc n'est pas considéré comme faisant partie du web. Donc le message que je voulais vous transmettre, c'est que si l'on vous demande de créer une application téléphone, créez d'abord une application web, puisque tout téléphone à l'avenir devra faire partie de cette interopérabilité. Faites d'abord l'application web,
puisque c'est ce qui restera dans la postérité. C'est ce que l'on retiendra dans les moteurs de recherche et c'est ce que l'on retiendra sur Facebook et Twitter. Et si vous n'étiez pas venu, Tim, je serais tout de même venu, dit Gordon Brown. Très bien. Une dernière question. Où est le microphone? Oui, merci beaucoup. Au cas où vous ne comprendriez pas mon anglais, je vais parler français. Vous aviez dit au début de nouveaux outils, de nouveaux utilisateurs et pour améliorer l'autonomie personnelle. Alors, comment organiser la vie des personnes qui ne peuvent pas utiliser ces sites, qui n'ont pas accès à Internet? Est-ce que ce n'est pas les renfermer? Handicapés. Et vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des ennuis de vue en raison justement de cet outil qui a tout envahi. Et il y a énormément de personnes qui n'ont accès à quoi que ce soit parce que tout est branché sur le web. Voilà. Alors, quelle sorte d'autonomie peut-on parler de ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quelque chose dans les merveilleuses idées que vous avez à travers le web? Parce que c'est un instrument merveilleux. Merci. Ce soir, en fait, when you look... Well, en fait, si vous regardez sur Internet, si vous cherchez, il y a beaucoup de possibilités pour les personnes présentant des handicaps de ce type. Et il y a eu un consortium qui a été mis en place il y a de nombreuses années et il y a maintenant une initiative d'accessibilité au web dans ce consortium qui reprend justement ce dont vous avez parlé, l'accès universel à l'initiative. Nous avons beaucoup travaillé pour introduire des technologies qui facilitent l'accès à ces personnes qui ont des handicaps de tout type. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est essentiel. Je dirais à toute personne qui crée un site web, allez voir l'initiative d'accessibilité au web et trouver les lignes directrices par rapport à l'accessibilité des sites web, respecter ces lignes directrices et avec cette nouvelle fondation web, le web pour tous est essentiel. Nous n'avons pas directement parlé d'accessibilité, mais nous avions notamment parlé de l'analphabétisme, ce qui est également lié à ces handicaps. Il y a également des handicaps cognitifs. C'est un domaine très complexe. Mais je crois qu'il y a de l'espoir. Le web devrait trouver des solutions que les technologies précédentes n'avaient pas trouvées. Le site est très complet. Il y a beaucoup de lignes directrices à suivre, de spécifications techniques par rapport à la création d'un web. Allez-y, allez sur le site web du consortium, renseignez-vous. Parfois, ce sont des choses toutes simples qui donnent un accès à toutes sortes de personnes présentant des handicaps différents pour qu'ils aient accès à ces informations. Gordon, vous vouliez intervenir? En fait, cela fait partie de l'ordre du jour de la fondation, de la réunion de demain. Comment relever ces défis que présentent les personnes qui ont des capacités différentes par rapport au web. Et c'est l'une des choses qui m'encourageait à faire partie de ce conseil d'administration. Bien sûr, il faudra prendre plus de temps pour y réfléchir. Il faut que tous ces outils soient accessibles à tous. Donc, il faut prendre très au sérieux l'utilisation des voix, notamment pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. J'ai eu le privilège de travailler avec Tim Berners-Lee au cours de ces derniers mois, ces dernières années, sur le projet du gouvernement britannique et d'autres projets. Et je crois que à l'avenir, ce que l'on retiendra du web, c'est
qu'il aurait pu être une source de revenus privés pour Tim et d'autres, mais au lieu de cela, contribuer au bien public par des décisions de ce type, tout comme le génome humain a été rendu public grâce à ces outils. Nous avons un instrument précieux grâce à Tim. Nous devons l'utiliser au mieux et le rendre accessible au plus grand nombre. J'ai beaucoup appris de la part de Tim depuis le début de notre collaboration et ce soir, et j'aimerais le remercier et remercier la Fondation puisqu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner l'accès à tout le monde. Et sur ce, je crois que c'est une excellente conclusion. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup.